Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Je reçois aujourd'hui Josiane Babin qui vient nous parler de la Fondation Jeunes en tête. À l'espresso et à l'espresso allongé, le sujet sera le langage masculin et le langage féminin. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Elle vient nous parler des bienfaits du rire. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. Vous écoutez l'émission numéro 801. Que vous soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à Folie douce. J'accueille maintenant mon invité, Josiane Babin. Bonjour, Madame Babin. Bonjour. Bonjour, vous êtes gestionnaire du programme solidaire pour la santé mentale à la Fondation Jeunes en tête. Exactement. On va parler de ça et de nombreux sujets concernant les jeunes et la santé mentale, bien sûr. Si on parlait un peu de la Fondation, justement, Jeunes en tête, est-ce qu'on peut faire un peu un historique de... Bon, ça existe depuis combien de temps? Je pense qu'il y a aussi un changement à un certain moment. Là. Tout à fait. Dans le fond, la Fondation Jeunes en tête, c'est issu d'une fusion entre la Fondation des maladies mentales et la Fondation Québec Jeunes. Tous les deux fondations œuvraient pour aider les jeunes. Puis on s'est dit, bien, pourquoi pas unir nos forces et aller encore plus loin dans les actions qu'on pose? Ouais. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, il y a environ 3 ans, là, travaillons ensemble et changeons de nom, soyons un peu plus actuels. De là est née la Fondation Jeunes en tête pour vraiment prévenir la détresse psychologique chez les jeunes. C'est ça notre mission première. OK. Est-ce que les services se ressemblaient aussi à une certaine C'était plutôt différent, en fait. Les services qui étaient offerts à la Fondation des maladies mentales, c'est vraiment plus de la sensibilisation dans les écoles secondaires. Okay. On souhaitait vraiment parler de santé mentale et de maladies mentales avec la population, et la Fondation Québec Jeunes faisait beaucoup de levées de fonds pour redistribuer à des organismes qui venaient en aide aux jeunes adolescents du Québec. Dans les deux cas, on était vraiment pan-québécois, donc on touchait toute la province du Québec, mais là, en faisant ça, bien, ça nous permet vraiment de rejoindre plus de jeunes encore et de pousser nos actions plus loin. Et quand on parle d'action, on parle de quoi à ce moment-là? Est-ce que concrètement, est-ce que ce sont des actions vraiment dans le milieu des jeunes? Bien, concrètement, c'est une tournée dans les écoles secondaires du Québec. Donc, on a 2 animations qu'on offre. Le programme solidaire pour la santé mentale, c'est d'abord la dépression irréversible, offert aux élèves de 14 ans et plus. C'est offert gratuitement dans les écoles. On va parler avec les jeunes de dépression. C'est quoi ça, la dépression? Comment on la reconnaît? Qu'est-ce qu'on fait pour aider quelqu'un ou s'en sortir de cette maladie-là? Donc, on va miser sur les ressources du milieu du jeune dans son école secondaire. C'est qui les intervenants qui peut aller voir? On va aborder aussi la question des traitements, bien évidemment. C'est important d'en parler. Parce qu'on peut pas se sortir de cette maladie-là tout seul dans son salon. C'est important d'aller chercher l'aide d'un professionnel. Ça va pas juste passer, là. Souvent, c'est ça que peut-être que certaines personnes peuvent penser, tu sais, ça va passer, puis c'est juste une passe, mais c'est pas toujours le cas. Ça peut l'être, mais c'est pas toujours le cas. Puis on apprend aussi aux jeunes à faire la différence entre la déprime passagère, justement, et la dépression, qui est une maladie. Ouais. Puis, on a un programme pour les élèves de première et deuxième secondaire. Avec eux, on aborde la santé mentale en général. C'est quoi la santé mentale? On parle aussi de faire de la méditation pleine conscience, vivre un peu le moment présent, s'arrêter, prendre une pause. Puis aussi, on va parler de mentalisation. C'est quoi ça, la mentalisation? Non, c'est quoi ça? C'est vraiment développer les habiletés sociales pour un peu faire un peu d'introspection, mais aussi s'arrêter sur comment l'autre peut se sentir dans cette situation-là. Par exemple, souvent, quand on est ado, les relations interpersonnelles, c'est pas toujours facile. On apprend, on découvre beaucoup de choses. Fait que là, si mon meilleur ami, ce matin, il m'a pas dit bonjour, au lieu de penser tout de suite, le premier scénario qu'on se fait, ben là, il est fâché contre moi. Attends, je vais me poser une question. Pourquoi il m'a pas dit bonjour? Peut-être qu'il est préoccupé, peut-être qu'il y avait d'autres choses en tête, peut-être qu'il m'a pas vu. Fait que de relativiser un peu, ça permet de me sentir un peu moins poche, un peu moins mauvaise dans mes relations interpersonnelles. Ça me calme aussi de le faire parce que là, je serai pas avec ce scénario-là en tête toute la journée. Puis, ben, je vais travailler sur moi, je vais travailler sur mes relations. Gérer mon stress aussi, c'est important. Fait que c'est des outils qu'on va donner à ces élèves-là dès l'entrée au secondaire. Ouais. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont plus... Est-ce qu'il y a encore beaucoup de tabous au niveau de la santé mentale ou si les jeunes sont quand même réceptifs? Est-ce que... Dans les animations, les jeunes sont super réceptifs, ils sont très ouverts, ils en savent beaucoup.
Ouais. C'est surprenant. Puis ils sont super intéressés aussi à comprendre c'est quoi. C'est sûr qu'on fait encore face de temps en temps à des préjugés, à des tabous. C'est pas toujours évident de parler de ce qu'on vit, surtout quand on vit ça. Par contre, quand c'est les amis autour, eux sont toujours prêts à aider. Ouais. C'est plus difficile de parler de sa souffrance que d'entendre parler de dépression, je vous dirais, là. Oui, exactement, c'est ça. Il y a une étude qui a été publiée dans les médias il n'y a pas si longtemps où on disait qu'il y avait plus qu'un... En fait, c'est comme 37% des gens, là, des jeunes, en fait, qui pouvaient vivre une certaine détresse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Puis ça a quand même fait parler beaucoup, là. L'étude du portrait du bien-être des jeunes, en fait, on s'est dit, ben, comment vont nos adolescents au Québec? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Oui, on les rencontre, mais on n'a pas l'occasion de discuter avec eux tant que ça. Fait qu'on s'est dit, allons chercher toutes les données statistiques qui existent sur les adolescents du Québec et regroupons ça, mettons ça ensemble. On a divisé ça par région administrative pour vraiment permettre aussi à chacune des régions d'avoir une idée sur comment vont les jeunes de cette région-là plus particulièrement. On parle de plusieurs facteurs là-dedans. Oui, on parle beaucoup de santé mentale, mais on parle aussi de taux de diplomation, par exemple, de réussite scolaire. On parle de santé physique aussi. C'est un peu tout interrelié, tout ça. Fait que ça nous donne vraiment une idée de comment les jeunes vont. Oui, la santé mentale perçue, mais celle qui est diagnostiquée aussi, c'est quoi l'état de la situation au Québec? Est-ce qu'on avait un comparable avec avant? Est-ce que c'est pire qu'avant? Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il n'y en avait pas? Il n'y avait pas d'études comme celle-là qui avait été réalisée par le passé. Il n'y avait jamais aucune donnée qui avait été regroupée. C'est une première. On est fiers aussi de pouvoir rendre ça accessible à la population. Pour nous, c'est important que les gens puissent avoir accès à ça, s'en servir aussi. Notre souhait, là, c'est que on réalise que dans une région particulière, il y aurait besoin d'un organisme pour la persévérance scolaire, par exemple, parce que le taux de diplomation est bas. Ben, pourquoi ne pas mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que on puisse augmenter ce taux de diplomation-là? C'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais ultimement, c'est ce qu'on souhaite, que les gens puissent se mobiliser par région pour aider les jeunes à aller de mieux en mieux tout le temps. Et cette étude, elle visait les jeunes de quel âge à quel âge? Est-ce que c'était défini? C'était 11 à 18 ans, si je ne me trompe pas. Donc vraiment, peut-être justement une population qui est plus ou moins... On parle souvent des jeunes, mais c'est rare qu'on va jusqu'à 11 ans, puis il y en a des problèmes de santé mentale. Oui. De plus en plus jeunes, ils vivent de l'anxiété, du stress. Souvent, ça peut évoluer rapidement, puis on ne sait pas comment outiller son enfant à faire face à ça. Des fois, c'est difficile en tant qu'enfant de le vivre puis de le nommer. On vit tellement de choses à l'adolescence que c'est dur de mettre des mots parfois sur ce qu'on vit. Donc, c'est important de parler de ça de plus en plus pour conscientiser la population justement à ça existe, parlons-en. Et même l'addiction au jeu, entre autres, qui n'existait pas il y a peut-être 30 ans, mais là, à 11-12 ans, c'est pas rare là, que les jeunes... jouer à des jeux vidéo, c'est pas tout le monde qui va développer une addiction, mais ça, c'est une problématique. C'est vrai que ça fait partie des nouvelles réalités auxquelles les jeunes doivent faire face. Quand moi, j'étais ado, il n'y avait pas de cyberintimidation. L'intimidation, c'était dans le cours d'école. Une fois que tu étais parti, ça s'arrêtait. Aujourd'hui, ça existe jusqu'à la maison, les réseaux sociaux, tout ça. La dépendance aux jeux... pas grand monde que je connais qui ont été dépendants au Nintendo. Donc, c'est sûr que c'est une toute autre réalité. Puis c'est de s'ajuster à ça aussi quand on est parent, quand on est intervenant. Faut développer des outils, des moyens de prévention face à ces problématiques-là, mais aussi des moyens d'intervention pour aider les jeunes à se sortir de ça, là. Oui, la Fondation Jeunes en tête, donc, agit partout au Québec, dans toutes les régions, avec le programme solidaire pour la santé mentale. Est-ce que vous avez remarqué, avec les différents intervenants qui vont dans les régions, des différences, justement, tu sais, milieu rural, milieu urbain, est-ce qu'il y a des problématiques différentes, ça se ressemble? Ça se ressemble beaucoup, mais en même temps, c'est vraiment différent dans le sens où, quand on est à Montréal, on est dans un milieu multiculturel. Ouais. C'est sûr, les problématiques seront pas les mêmes parce que, on fait face des fois à des ados qui nous confient des choses. Puis, par exemple, un immigrant de deuxième génération, il est comme un peu pris en sandwich entre la culture de ses parents, sa culture d'origine et sa culture d'accueil. Il veut s'affranchir, s'émanciper, mais un peu pris là-dedans, puis c'est difficile pour lui à vivre. On rencontrera pas ça, ou du moins pas mal moins souvent ça sur la Côte-Nord ou en Gaspésie, par exemple.
Fait que oui, de ces situations-là, les raisons de la détresse psychologique peuvent être différentes, mais les raisons du bonheur aussi peuvent être différentes et malgré tout, une peine d'amour, qu'on soit à Montréal, à Gaspé ou à Shawinigan, ça reste une peine d'amour difficile à traverser bien souvent. Comment ça se dédramatise, justement? Ça, c'est intéressant, le côté, l'espèce de fossé qu'il y a entre la première génération d'immigrants et la deuxième génération qui est des gens qui sont nés ici, qui ont comme vous dites, la tradition, mais en même temps, ils veulent essayer de trouver un sens à leur vie. Est-ce que Est-ce que ça se dédramatise? Est-ce que ça s'explique? Est-ce que ça ou vous laissez comme ventiler les gens, tout simplement? On les laisse ventiler beaucoup. Nous, à la Fondation, on ne fait pas de suivi avec eux. Donc, notre rôle, c'est vraiment de faire le pont entre le jeune et un intervenant de son milieu à l'école. Donc, première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va lui nommer ça. Puis on va s'assurer aussi que quelqu'un puisse prendre le relais à l'école. On va en discuter avec ce jeune-là. On va se faire un petit plan d'action. Fait que peu importe la problématique, on va l'écouter avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de bienveillance aussi. Puis on va s'assurer que cet élève-là puisse avoir l'aide dont il a besoin. Fait que oui, c'est un petit peu de ventilation, un petit peu de plan d'action aussi. Qu'est-ce que je fais? À qui j'en parle? Comment je le dis? Des fois, c'est ça qui est le plus difficile aussi. Comment je peux le dire à mes parents que je me sens comme ça? C'est peut-être une façon de l'exprimer sans choquer personne, puis en se sentant un peu libéré de ce qu'on a à dire. Hein. Puis souvent, on va aussi donner beaucoup d'informations aux jeunes pour qu'ils puissent le ramener à la maison. On remet toujours une carte aide-mémoire à travers laquelle le jeune peut revoir tous les symptômes de la dépression, des étapes, quoi faire pour aider, mais il y a aussi des ressources sur cette aide-mémoire-là qu'on leur remet. Donc, pour nous, c'est important qu'il y ait quelque chose quand ils partent. Là. Ouais. Des idées de noms dans leur école, des numéros de téléphone où appeler. Puis, l'école qui nous reçoit est aussi avertie de ça et s'implique beaucoup avec nous aussi pour pouvoir justement prendre le relais, prendre un peu la balle au bon, puis s'assurer qu'on puisse vraiment bien répondre à la demande des jeunes. Vous êtes un peu une bougie d'allumage pour partir un dialogue ou partir une ouverture, peut-être que les jeunes ne se sentent pas seuls puis disent j'ai des ressources, j'ai des gens à voir. Effectivement, c'est vrai que ça brise beaucoup d'isolement, mais ça donne aussi un sentiment de pouvoir sur la situation. Donc, non seulement je suis pas seule dans ce que je vis parce qu'ils remarquent autour qu'il y a d'autres gens qui réagissent, mais en plus de ça, je peux faire quelque chose pour m'en sortir. Donc, c'est sûr que là, ils sentent vraiment un sentiment de pouvoir, puis on crée un momentum. Là, il y a des jeunes qui ont le goût de passer à l'action, puis pour se sortir de cette situation-là, de cette souffrance-là, finalement. Ouais. S'il y a des jeunes qui nous écoutent ou leurs parents, est-ce que systématiquement, vous faites à peu près la tournée de toutes les écoles? Comment ça fonctionne? Est-ce que les écoles vous demandent? En fait? Les écoles nous demandent, donc on va sur invitation de l'école. Souvent, on fait un niveau à chaque année. Donc, par exemple, on va dans une école et à chaque année, on va faire les élèves de 3e secondaire. Okay. Si jamais une école souhaite nous recevoir, il y a encore des dates de libre dans le calendrier. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est vraiment de nous contacter à la Fondation Jeunes en Tête, visiter notre site web, fondationjeunesentête.org. Il y a toutes les informations là-dessus qui permettent de faire les démarches pour inscrire son école. Et nous, quand on est contacté, là, on s'assure de trouver des dates qui conviennent et on se déplace partout au Québec gratuitement. Ça aussi, c'est important parce qu'on est accessible, peu importe le budget de l'école. On est accessible, il n'y a pas de frais de déplacement si on va très loin. Vous offrez le service, là, l'école qui est habituellement, quoi, c'est sur l'heure du midi ou c'est dans le cadre d'un cours? C'est dans le cadre d'un cours, donc une période de 50 à 75 minutes selon l'école. Okay. On s'adapte à ça aussi, ce qui est super intéressant parce que c'est un peu clé en main. On tente de faire en sorte que ce soit le plus simple possible pour tout le monde. Et dans le cadre d'un cours, souvent ils vont cibler un cours de français, on va rencontrer toute la cohorte. On est là une journée, 4 jours, 8 jours s'il le faut. Ça dépend du nombre d'élèves à rencontrer. On va voir tout le monde. Puis on fait une animation assez dynamique. 2 personnes, une vidéo. On pose beaucoup de questions. On fait participer les élèves. C'est intéressant. Pouvez-vous rappeler peut-être le site web, c'est la meilleure façon pour en savoir plus? Le site web, c'est vraiment la meilleure manière de connaître un peu plus la Fondation. Donc, l'adresse, c'est fondationjeunesentête.org. Bien, merci beaucoup, Josiane Babin, donc gestionnaire du programme solidaire pour la santé mentale de la Fondation Jeunes en Tête. Merci d'avoir été à Folie Douce. Merci, M. Bugeaud. Au revoir. Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie Douce sur Facebook. Parlons santé mentale.
C'est le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, langage masculin et langage féminin. Oui. Je sens qu'on va avoir une guerre des sexes. Oui, bien là, on est en trône. On est en trône ici, je vois pas de femmes. Mais ça va être un peu plus léger aujourd'hui. Je crois qu'il y a quand même un aspect scientifique à la chose. Si je regarde, par exemple, un premier article qui s'appelle « Comment dissiper nos malentendus hommes et femmes ». C'est écrit par Mme Catherine Maillard, qui est journaliste, éditrice et auteure sur le site français Doctissimo. C'est un très court article. Un site que tu fréquentes souvent, oui, oui. Il y a pas mal des articles de tous les styles. Assez intéressant. Intéressant, oui, c'est vrai. Elle nous dit qu'il n'y aurait pas de différence flagrante d'un point de vue neuroscientifique entre les cerveaux des deux sexes, énonce Stéphanie Ahusso, qui est médecin psychiatre française. Elle nous dit, dès l'enfance, petites filles et petits garçons ne sont pas sollicités de la même façon. Certains conditionnements se font très tôt. Pour des raisons sans doute culturelles, les parents ont tendance à stimuler davantage les garçons sur un mode physique et les filles sur celui de la communication. Ainsi, ils vont plus souvent faire sauter des petits garçons sur leurs genoux, les chatouiller ou les laisser casser des objets pour qu'ils se défoulent. À l'inverse, il favorise le langage émotionnel d'une petite fille, la sollicitant davantage à nommer ses émotions, si elle pleure ou boude, en négligeant de la pousser à faire des jeux physiques ou à se défendre. Si nos petits gars ne savent pas parler de ce qu'ils ressentent, ce n'est pas dans leur gène, c'est avant tout une histoire d'éducation et d'apprentissage. Moi, j'ai des réserves là-dessus parce que... De moins en moins vrai, je dirais. Ouais. Avec les pères d'aujourd'hui, là, moi, j'ai expérimenté la chose, puis je trouve que les pères d'aujourd'hui, je pense que ils font communiquer leurs enfants, que ce soit des garçons ou des filles, à mon avis. Là. Parce que je me dis, pourquoi est-ce qu'on est porté à faire sauter les garçons sur nos genoux et à être plus physique avec eux autres? Pourquoi est-ce que les parents ont l'instinct de faire ça? C'est peut-être parce qu'ils savent que les garçons sont comme ça de nature, puis que les filles de nature sont pas pareilles. En même temps, ça généralise un peu, parce que c'est pas tout le monde, je pense que... C'est sûr qu'on a peut-être un plus tendance à verbaliser peut-être avec les filles, parce que d'elles-mêmes, ils sont peut-être plus faciles à verbaliser les choses. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de naturel chez les garçons que les filles, quelque chose d'inné qui font qu'ils ont des goûts différents, des caractères différents. Ouais. Je pense pas que ce soit une question de la façon dont on les éduque. Non. Mais je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue. Je suis pas, tu sais, je veux dire, je suis pas un professionnel. Mais c'est pas grave, tu as l'expérience pareille. Un petit peu d'expérience de vie, ouais. Un peu, oui. Dans un autre article qui s'écrit « Décrypter le langage des hommes ». Ça, c'est sur le site qui s'appelle praticopratique.com. Ça, c'est un peu plus léger, par exemple. On nous dit « Votre conjoint parle la même langue que vous et pourtant, vous avez l'impression de ne pas toujours le comprendre. C'est normal puisque parler ne répond pas aux mêmes besoins pour la jante masculine. Il faut plutôt savoir décoder. » Si une femme veut échanger sur ses états d'âme avec un homme, cela peut créer des frictions ou des malentendus car le sexe masculin est naturellement porté à argumenter. T'es-tu au courant de ça, toi? En tout cas, je sais pas si c'est le sexe masculin, mais moi, oui, en tout cas. Bien souvent, on nous dit la femme a l'impression que l'homme veut avoir le dernier mot à tout prix, alors que ce n'est pas le cas. Il faut apprendre à ne pas tout prendre personnel et à décrypter le langage des hommes. Alors, voici quelques traductions ludiques pour vous faire sourire. Par exemple, s'il dit « on s'en reparle plus tard », elle devrait comprendre « je ne veux plus jamais reparler de ça ». S'il dit « je n'ai pas vraiment d'opinion sur le sujet », elle devrait comprendre « je ne veux pas me prononcer car j'ai peur de me mettre encore une fois les pieds dans les plats ». S'il dit « c'est impossible de discuter avec toi », elle devrait comprendre « je suis piégé, tu as raison sur toute la ligne, mais pas question que je te le fasse savoir ». S'il dit « t'es vraiment belle dans cette robe », elle devrait comprendre « t'es vraiment sexy dans cette robe et il me ferait vraiment plaisir de te l'enlever sur le champ ». S'il dit « non, il n'y a rien, je t'assure », elle devrait comprendre « ça va pas super, mais j'essaie de trouver une solution par moi-même. Quand je ne veux pas avoir l'air faible devant toi, je ne demande pas ton aide et je préfère te dire que tout va bien. » Maintenant, selon Yvon Dallaire, qui est psychologue et auteur, voici les règles d'or pour une bonne communication homme-femme. Premièrement, touchez votre conjoint pour attirer son attention.
L'homme est d'abord et avant tout un être physique. Posez des questions directes sur un sujet bien précis et non des questions ouvertes. Ça, il s'adresse aux femmes à ce moment-là ou il s'adresse... J'ai l'impression, ouais, oui, hein? oui. Faites appel à ses compétences, car les hommes aiment rendre service. Es-tu d'accord avec ça? J'imagine. J'imagine qu'il y a différents types d'hommes. T'as pas l'air sûr? Ben, ça dépend. Votre conjoint ne vous répond pas tout de suite. Respectez son silence. Il est en train d'essayer de trouver la réponse à votre question. Ne l'interrompez pas lorsqu'il répond. Ensuite, prenez la responsabilité de vos propres besoins. Parlez au « je », car votre conjoint n'aura pas toujours le réflexe de vous retourner la question. Les femmes ont un plus grand égard pour les autres que les hommes. Par exemple, mieux vaut dire « j'ai faim, peut-on s'arrêter quelque part » plutôt que « est-ce que tu as faim » ? On pourrait s'arrêter quelque part. Donc, de personnaliser, tu vas poursuivre de toute façon. Hein? Oui, je vais poursuivre plus tard dans l'émission. Langage masculin, langage féminin à Folie douce, demeurez des nôtres. À venir dans l'émission, notre collaboratrice Catherine Stassin nous amène son sujet « Les bienfaits du rire ». À l'Espresso allongé, nous poursuivons avec langage masculin, langage féminin. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie douce. Écoutons-les. J'ai le plaisir d'accueillir notre collaboratrice Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Alors, tu es des nôtres aujourd'hui encore une fois. Vous avez peut-être compris le concept. Tu vas nous parler du rire, Catherine, aujourd'hui. Eh oui, personne ne va dire le contraire. Le rire, ça fait du bien en général. C'est ça, les bienfaits du rire. Puis c'est drôle, j'en parlais l'autre fois avec Pierre, notre collaborateur et de longue date avec nous. Je disais, c'est rare qu'on rit vraiment de bon cœur. On n'a pas toujours des occasions de rire. Puis j'ai l'impression qu'en vieillissant, on rit moins, puis on devrait peut-être se forcer, d'après ce que sûrement tu vas nous dire. Il y a des bienfaits, définitivement. Tout à fait. Je vais d'abord peut-être vous dire un petit peu ce que c'est le rire brièvement. En fait, c'est un réflexe, selon le docteur Henri Rubinstein. C'est un réflexe, autant que si on vous saisit, que vous sursautez, ouais. C'est donc une réponse à un stress. OK. Et pour continuer sur ce que vous venez de dire, oui, c'est vrai qu'on rit moins, etc. Et il est prouvé qu'un adulte rit environ 20 fois par jour. On n'y pense peut-être même pas, mais un enfant, il rit beaucoup plus, jusqu'à 400 fois, 200 fois, 300 fois. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui change quand on est adulte. Même 20 fois, je trouve ça peut-être beaucoup. Peut-être, comme tu dis, on s'en rend pas compte. On rit peut-être, des fois, c'est un rire intérieur. C'est ça, ou un petit sourire. Ouais. Je ne sais pas exactement comment ils ont compté, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que le fait de rire procure des bienfaits au corps humain. Et donc, il y a des effets importants pour la santé mentale aussi, et c'est cela qu'on va un petit peu examiner aujourd'hui. C'est ça. On peut voir peut-être les effets causés par le rire, hein, surtout. Là. Oui, en fait, principalement, on parle comme effet de l'amélioration de l'humeur. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on rit, on va produire des endorphines, on va produire des hormones qui vont réduire le stress et qui vont améliorer l'humeur. Donc il y a deux effets principaux, il y a amélioration de l'humeur et réduction du stress. Amélioration de l'humeur, ça veut dire une certaine prise de plaisir dans le quotidien, renforcement de la motivation grâce à la dopamine et la sérotonine, elle, que l'on produit en riant, va permettre un état de bien-être. Donc c'est quand même beaucoup d'effets, hein, bien-être, motivation. Et voilà, j'oublie le dernier. On a souvent dit que c'était un peu des drogues naturelles. Tout à fait. Il y a un effet antidépresseur dans la production d'endorphines, donc puisqu'il y a la sérotonine et la dopamine
tout comme les antidépresseurs médicamenteux. Donc, quand on parle d'amélioration, de diminution du stress, c'est que quand on est stressé par une situation, il y a la cortisol qui augmente dans le corps. La cortisol a pas mal d'effets négatifs sur le corps, mais qui sont physiques, comme une inhibition du système immunitaire, etc. Et c'est important donc de renverser la vapeur et on va produire une hormone anti-stress en riant. Encore faut-il trouver les bons moyens de rire, parce que c'est ça qui je ne sais pas pourquoi avec l'âge adulte, tu parlais tantôt, les enfants, c'est multiplié par un chiffre astronomique par rapport aux adultes. Alors, pourquoi on perd ça? Peut-être c'est la réalité de la vie qui nous fait voir la vie moins en riant, peut-être, je sais pas. Hein? Oui, je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'on oublie l'enfant intérieur. On parle souvent de ça dans la thérapie du rire dont je vais parler maintenant, en fait, parce que on peut se poser la question, mais alors pourquoi n'existe-t-il pas de thérapie par le rire connu de tous? Si on sait que c'est si bon et que c'est si naturel. Voilà. Fond, c'est ça, ouais. Alors, en tout cas, au Québec, je peux vous dire que c'est certain que des psychanalystes, des psychiatres, des psychologues connaissent ce concept. Mais évidemment, c'est très délicat d'utiliser l'humour dans une relation où il y a une neutralité de la part de l'intervenant qui doit être là, et aussi il y a une importance de ne pas aggraver la situation. Or, on sait que l'humour, c'est extrêmement subjectif. Ouais. Je peux rire à quelque chose et vous allez rester vraiment de marbre et vous allez absolument pas rire. Donc, c'est extrêmement délicat. Et en santé mentale, des fois, il y a le deuxième degré qu'on dit souvent. Oui. Puis ça peut devenir même un peu malaisant là, de faire certaines blagues où les personnes ne comprendront pas le sens nécessairement de la blague. Là. Exactement. Donc, c'est vrai qu'il y a le second degré, il y a l'ironie, il y a toutes sortes de techniques dans le rire, mais ça reste délicat. Et d'ailleurs, je voulais signaler à tout le monde que l'Ordre du Québec, des psychologues du Québec, ne reconnaît pas la technique de la thérapie par le rire, mais il reconnaît évidemment le bienfait que le rire a pour tous. Mais ceci dit, il y a beaucoup de professionnels de la santé qui se penchent sur cette question et c'est utilisé dans d'autres régions, cette thérapie par le rire. Oui. Par contre, ce qu'il y a de chouette, c'est qu'il y a des personnes qui sont penchées là-dessus, dont un médecin qui s'appelle Dr Kataria, et sa femme était prof de yoga. Et donc, en fait, à deux, ils ont élaboré la thérapie, ou plutôt le yoga du rire, on va dire ça comme ça. Le yoga du rire, c'est vraiment une technique élaborée par ce médecin et une prof de yoga pour faire en sorte que pendant une séance entière, la personne va rire. Alors, c'est sûr que vous allez me dire, ouais, mais ils se racontent des blagues, qu'est-ce qu'ils font? Bon, et en même temps, les blagues, de nouveau, c'est subjectif. Bon, on a l'impression que le yoga, on est plus dans un environnement zen. Aussi, en plus. Sérieux, entre guillemets. En tout cas. C'est ça, et aussi peut-être sans jugement. Ouais. Une blague, on va vous regarder de travers, on va dire, oh mon Dieu, ça c'est un petit peu trop élaboré, ou ça c'est vraiment à côté de la plaque, ou ça choque ma culture. Mm-hmm. Il y a des tas de biais à une blague. En fait, donc, ils ne racontent absolument pas de blagues. Ouais. Ce qu'ils font, c'est vraiment... je vous donne un exemple. Ils ne font pas ça à chaque fois, mais c'est des cris d'animaux. Mm-hmm. Donc, dans un groupe, ils vont imiter des cris d'animaux. Et en fait, ce qui fait rire, ce n'est pas seulement le cri de l'animal, c'est la manière dont votre voisin va rire. Et de fil en aiguille, le fou rire part, etc. Et après ça, c'est contagieux. C'est vraiment ça. Ce que le docteur Kataria a élaboré avec sa femme. Donc maintenant, il existe évidemment des clubs de yoga du rire dans le monde entier. Donc il faut prendre ça avec un bémol. On ne parle pas ici d'une thérapie où on évite les médicaments, etc. Il s'agit vraiment de quelque chose d'additionnel pour profiter du rire et des bienfaits du rire sur la physiologie du corps. Donc, comme on respire plus, etc. Et puis, il y a production de ces fameuses hormones. Ouais. Donc, on sera dans un état de bien-être comme vous pouvez l'être. La seule chose qui est dite à ce sujet aussi, c'est que n'est-ce pas simplement le fait que les gens sont en groupe et passent un bon moment? Ça pourrait être ça, dans le fond.
Est-ce le rire purement qui déclenche cette production d'hormones et ce bien-être à la sortie, ou est-ce peut-être aussi le fait qu'on partage un moment sympathique en groupe tout simplement? Donc ça, c'est une question à se poser. Parce que des fois, c'est ça, rire en groupe, c'est peut-être même plus bénéfique jusqu'à un certain point, parce qu'on a l'impression qu'il y a peut-être je sais pas, on voit l'effet chez les autres, on sent l'effet chez nous. Peut-être, tu sais, il y a peut-être quelque chose de supplémentaire en termes de bienfait. Là. Il y a le bienfait aussi que ça crée des liens. Oui, aussi. Donc, entre amis, on se rappelle tous d'une bonne blague d'il y a X Noël, et en général, on se rappelle exactement de la blague parce qu'on avait beaucoup ri, qu'elle soit très mauvaise. Ouais. Et telle rencontre qu'on a eue, ça donne des bons souvenirs. Voilà, exactement. On se rappelle d'un fou rire qu'on a eu. Ouais. Donc, dans le milieu de travail ou pas, on s'en rappelle en général, ça marque. Ouais. Ça aide au lien social. Mais ça, c'est une autre question. Ce n'est pas ça touche aussi bien la santé mentale qu'un autre aspect de la vie d'une personne. Ouais. Pour les gens qui ont des problématiques de santé mentale, justement, c'est peut-être des fois un obstacle de trouver une façon de rire. Les gens sont peut-être moins aptes à rire. Des fois, on a une situation qui est difficile. Donc, comment pratiquer le rire au quotidien? Tout à fait, parce qu'en fait, quand on est déprimé, on manque de neurotransmetteurs. Donc, franchement, on n'a pas le rire facile. On n'a pas envie de rire. Ouais. Mais en fait, il y a une façon... Je vais vous donner plusieurs façons. Il y a une façon tout simplement à la maison ou chez vous de rire. Vous pouvez aller, tout le monde l'a fait, aller voir des vidéos sur Internet, des choses comiques. Chacun choisit ce qu'il trouve comique. Ouais. Il y a des BD, des bandes dessinées, pardon. On peut se raconter des blagues entre amis proches parce que là, on est sûr de rire peut-être ou pas. On peut rire de blagues plates. On peut rire de situations cocasses. Ça aide à rire de sa journée. Il y a de l'autodérision. On peut trouver plusieurs manières. Alors, on peut aussi aller à l'extérieur, louer un film comique, s'acheter des billets pour un spectacle comique, ou aller voir un bibliothécaire ou une personne de votre entourage et vous faire prêter des DVD ou aller trouver aussi des ouvrages ou des films comiques. Donc, et aussi, essayer de voir que chaque fois qu'on a l'occasion de rire à fond. Oui, rire à fond. Et puis, il paraît que ça dilate la rate, là. C'est ce qu'on disait souvent. Là. En fait, c'est ça, mais c'est le diaphragme. En fait, ça provoque vraiment un exercice du diaphragme, mais on respire plus de 3 fois l'air qu'on rirait simplement en parlant. OK. Donc, ça augmente l'oxygénation, ça dilate les vaisseaux sanguins, etc. Et ça va jusqu'aux muscles, au cœur, etc. Exactement. Et au cerveau, évidemment. Donc, bien fait, mais c'est une bonne habitude à prendre, mais c'est surtout... c'est d'avoir peut-être de créer cette habitude-là, de ne pas l'oublier, de ne pas faire ça une seule fois, de répéter, de tenter d'avoir c'est un peu comme un entraînement physique, là. Oui, je pense que c'est un outil qu'on doit savoir qui est à notre portée. C'est un outil, ce qui est certain, c'est à la portée de tout le monde. Oui. À l'intérieur, à l'extérieur. Les gens qui sont à l'hôpital aussi, pardon. C'est vraiment quelque chose qui est à la portée de tous et de toutes. Et il faut la saisir quand ça va ou quand ça va pas. Mm-hmm. Alors Yvon, je te propose de tester immédiatement le concept, le concept du yoga du rire. Okay, c'est parti. OK. Même le public a embarqué. C'est bien. Alors, tu vois, Yvon, c'est difficile. On se sent déjà mieux. On se sent très bien. Et c'est très difficile de s'arrêter. Mais pourtant, je dois encore parler et vous dire qu'il existe des clubs du rire au Québec. Effectivement. Donc, je vous invite à téléphoner au 514-562-7289. Oui. Où vous pouvez prendre contact pour savoir où il existe un club du rire. Et on peut chercher, j'imagine, club de rire Québec, on peut trouver... Club de rire québec.com et vous trouverez aussi les endroits où vous pouvez vous joindre à un groupe pour rire avec d'autres personnes sans aucun jugement. Je ne savais pas que ça existait, c'est intéressant à savoir. Oui, c'est intéressant, je n'y ai jamais participé, mais c'est à visiter, je pense. Il y a aussi une lecture pour les gens un petit peu plus timides, mais qui aimeraient quand même rire de bon cœur. Alors, c'est un livre intitulé « Vivre avec humour » du psychologue et professeur d'université québécois Bruno Fortin. Donc, je vous le conseille vivement. Aux éditions CPF, donc Vivre avec humour. Merci beaucoup pour Catherine Stassin. On a eu un bon coup, et j'espère que les gens ont pris des trucs et qu'ils vont surtout mettre en pratique et à une prochaine chronique. Merci Yvon. Au revoir. Au revoir.
Vous syntonisez actuellement Folie douce, expert généraliste en santé mentale depuis 1991. C'est maintenant le moment du bloc Espresso allongé. Alors, Pierre Laporte, on poursuit avec le langage masculin et le langage féminin. Oui, quoique on n'est pas tellement scientifique aujourd'hui. C'est plus pour faire rire un peu. Le décodage aussi, je trouve ça drôle, le décodage. Quand tu dis quelque chose, ça veut dire autre chose. Ouais, ça fait penser un peu dans le temps, tu faisais des top 10, des fois, tu disais le vrai sens de ce qu'on dit. C'est un peu ça. Alors, si tu veux, je vais terminer le second article qui s'appelle « Décrypter le langage des hommes ». Parce que je trouve ça intéressant. L'article conclut en citant un livre qui s'appelle « Pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire les cartes routières ». Ouais, pourquoi je ne sais pas si ça dit quelque chose. Ouais, ça dit quelque c'est aux chose. éditions First et c'était publié en 2006. Moi, j'ai déjà entendu ce titre-là. Ouais. C'est rigolo. Là. Oui, écrit par Alan et Barbara Pease. Ça s'écrit P-E-A-S-E. Sans faire du sexisme, c'est vrai que souvent les femmes sont moins à l'aise avec les cartes. Je ne sais pas pourquoi. La plupart, il y en a qui sont peut-être à l'aise, mais... il y a des différences. C'est sûr qu'il y a des GPS aujourd'hui, ça règle des fois le problème, là, mais la vraie carte routière, de s'orienter, c'est une autre affaire. En plus, il faut savoir se servir d'un GPS. Ouais, c'est ça. Ben, c'est de rentrer à bonne adresse. Là. Alors, Alan et Barbara Pease nous disent, en conclusion, souvenez-vous, les hommes ont évolué en tant que chasseurs de repas, pas en tant que communicateurs. La chasse était conduite avec des signes non-verbaux et souvent les chasseurs s'asseyaient pendant des heures à observer leur proie. Ils ne parlaient pas et n'avaient pas de lien entre eux. Donc de là, peut-être que les hommes sont moins verbaux, si tu veux. Ouais. Et ensuite, sur un autre site Internet, j'ai trouvé ça s'appelle le Wiki de Ledman. Et j'ai trouvé très peu d'informations sur ce site, mais de toute évidence, ça n'a rien de scientifique. C'est simplement pour faire rire. Juste pour s'amuser. Oui. Alors, on nous parle du langage des femmes, comment l'interpréter, et le langage des hommes aussi, comment l'interpréter. Alors, on nous dit ce qu'elle dit. Par exemple, si elle dit oui, la traduction, c'est non. Si elle dit non, traduction, c'est oui. Ça dépend de quoi on parle. Avec les MeToo, il faut faire attention. Si elle nous dit peut-être, ça veut dire non encore. Si elle nous dit je suis désolé, traduction, tu vas le regretter. Si elle nous dit j'aurais besoin, traduction, ça veut dire je veux. Si elle nous dit c'est ta décision, ça veut dire tu te trompes. Si elle nous dit fais ce que tu veux, traduction, tu vas payer pour ça plus tard. Si elle nous dit « Je voudrais te parler », traduction, ça veut dire « Je veux me plaindre ». Si elle nous dit « D'accord, vas-y », ça veut dire « Je ne veux pas que tu le fasses ». Si elle nous dit « Je ne suis pas fâché », traduction « Bien sûr que je suis fâché ». Si elle nous dit « Tiens-toi bien, t'es viril », ça veut dire ta barbe est trop longue et puis tu transpires trop. Si elle nous dit sois romantique, éteins les lumières. La traduction c'est je me trouve grosse, je veux pas que tu me vois. Si elle nous dit cette cuisine n'est pas très pratique, ça veut dire je veux une nouvelle maison. Si elle nous dit je voudrais de nouveaux rideaux, ça veut dire et un nouveau tapis et des meubles. C'est pas très flatteur pour les femmes, finalement. Non, puis en même temps, ça généralise. Je sais pas, c'est récent, cet article-là. Écoute, j'ai pas l'année là-dessus, mais... Parce que tu sais, je peux pas te le dire. Il peut y avoir du vrai des fois. Des fois, on dit des demi-vérités. Bon, je pense que c'est plus pour rire. C'est pour rire. Oui. Si elle nous dit « j'ai entendu un bruit », ça veut dire « j'ai vu que tu étais presque endormi ». Si elle nous dit « m'aimes-tu », ça veut dire « j'ai quelque chose à te demander qui va coûter cher ». Si elle nous dit « m'aimes-tu beaucoup », ça veut dire « j'ai fait quelque chose que tu ne vas pas aimer ». Si elle nous dit « je suis prête dans 1 minute », ça veut dire « enlève tes souliers, assieds-toi et regarde la télé ». Et finalement, si elle nous dit « il faut que tu apprennes à communiquer », traduction, « il faut que tu apprennes à être d'accord avec ce que je te dis ». Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est beurré épais. C'est pour s'amuser. C'est ça, ça fait plutôt rigoler parce que dit de même. Maintenant, tiens-toi bien, c'est le langage des hommes. Bon, maintenant. C'est le temps de passer au calme. Alors, ce qu'il dit, par exemple, s'il dit oui, ça veut dire oui. S'il dit non, ça veut dire non. À date, ça va bien. S'il dit j'ai faim,
ça veut dire j'ai faim. S'il me dit je suis fatigué, ça veut dire je suis fatigué. S'il dit veux-tu aller au cinéma, ça voudrait dire je voudrais baiser après. S'il dit veux-tu souper au resto, ça veut dire on pourrait baiser après. Si il dit veux-tu danser, ça veut dire après on pourrait baiser. S'il dit t'as une belle robe, ça veut dire t'as un beau décolleté si on baisait. S'il dit t'as l'air tendu, veux-tu un massage, ça veut dire on va baiser, ça te fera du bien. Si l'homme dit qu'est-ce que t'as, ça veut dire j'imagine qu'on baisera pas ce soir. S'il dit c'est pas terrible à la télé, ça veut dire veux-tu baiser. S'il dit je t'aime, ça veut dire veux-tu baiser. Il y a beaucoup de baisage. C'est une idée fixe. Hein? Ça veut dire, mais c'est bon, c'est ça qui perpétue l'humanité. De certaine façon. Dis de même. S'il dit moi aussi je t'aime, ça veut dire bon, t'es contente, est-ce qu'on peut baiser maintenant? S'il dit ça te va bien ta nouvelle coupe de cheveux, ça veut dire j'aimais mieux avant. Tu vois que l'homme, c'est pas très, très flatteur pour les hommes non plus. Non, c'est ça, c'est réducteur, puis c'est plutôt primaire, je dirais. Ouais, c'est pas subtil. Non. S'il dit « il faut qu'on se parle », ça veut dire « je vais te montrer que je peux être un homme attentif ». Après, on pourrait baiser. Et finalement, s'il dit « veux-tu m'épouser », ça veut dire « je veux qu'il soit illégal pour toi de baiser avec un autre ». C'est ce qui conclut donc le langage humoristique. Ça vaut ce que ça vaut. Il faut le prendre avec un grain de sel. Donc, langage masculin, langage féminin. Merci Pierre pour cet espresso un peu spécial aujourd'hui. Merci à Folie Douce. Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube, antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce. Alors, Pierre Laporte, merci beaucoup pour ta mise en onde. Bienvenue, mon cher. Également, merci pour tes blocs Espresso allongés où tu nous as présenté langage masculin, langage féminin, avec humour et un peu exagéré. Mais je pense que c'était ça le but du texte, de faire rire un peu les gens. Sans prétention. Pas se prendre au sérieux. Merci beaucoup pour ça. Je remercie notre invitée, Josiane Babin, qui nous a fait mieux connaître la Fondation Jeunes en tête. Et je remercie également notre collaboratrice, Catherine Stassin, qui nous a parlé des bienfaits du rire. Alors, c'était le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.